Bonsoir Jean-Christophe Goffard. Alors vous êtes responsable du centre de référence SIDA à l'hôpital Erasme. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, à cette nouvelle? Est-ce que c'est véritablement une note d'espoir par rapport à dans la recherche sur le SIDA? Alors, c'est clair, c'est toujours excitant de se dire, ben oui, un patient a été guéri. Finalement, c'est ce qu'on cherche avec un traitement. Et évidemment, c'est une note d'espoir, mais c'est une note d'espoir qui ne peut malheureusement pas être généralisée d'emblée. Et ça, c'est important de le savoir. Ouais, et vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Maureen Louen-Napessi, donc vous qui êtes plutôt dans le domaine de la prévention, oui. Même question, peut-être pour commencer, comment vous réagissez, vous, à ce type de nouvelles? Mais un petit peu comme Jean-Christophe, c'est excitant. Maintenant, on se rend compte qu'il faut énormément d'explications pour que les gens comprennent exactement ce qui est en train de se passer et que donc pour nous, on reste quand même très vigilants de donner la bonne information parce que je crois qu'on ne peut pas zapper ce qui vient de se passer. C'est très important et ça donne quand même des pistes pour le futur vers cette guérison tant attendue depuis toujours, quoi, je veux dire, mais que... en même temps, la prévention reste tout aussi importante et fondamentale, quoi. Mais je pense qu'il faut bien expliquer aux gens ce qui se passe parce que c'est important qu'ils comprennent. Eh ben, on va le faire justement avec vous, Jean-Christophe Goffard. Alors expliquez-nous, donc, il s'agit bien d'un patient qui a été guéri, parce qu'on parle de rémission durable. Est-ce que c'est véritablement une guérison? Alors, je pense que les auteurs du papier ont été évidemment très très prudent. Pourquoi? Parce qu'on est à 18 mois d'arrêt du traitement. Je vais peut-être un petit peu raconter l'histoire. C'est un patient finalement qui est séropositif, diagnostiqué. Un patient anglais, ça se passe ça se passe à Londres. Ce sont les équipes de Cambridge, d'Oxford et de Imperial College qui s'occupent de lui et qui depuis 2003 est traité et va bien sous son traitement antirétroviral. Pas de chance, il développe un cancer qu'on appelle un lymphome, cancer qui normalement se guérit par une chimiothérapie, mais pas dans tous les cas, et chez lui malheureusement ça ne fonctionne pas, et il doit recevoir une greffe de moelle, une greffe de cellules souches pour espérer en dernier recours de le guérir de son lymphome, pas du VIH. Mais il se trouve que parmi les donneurs potentiels, des donneurs qui ne sont pas apparentés, il y en a un qui a une mutation dans la porte d'entrée du VIH. Et donc on sélectionne ce donneur-là pour pouvoir transplanter les cellules chez le patient. Donc il a été sélectionné spécifiquement, volontairement. Il a été sélectionné spécifiquement, volontairement, grâce finalement à la découverte de la porte d'entrée du VIH, qui est par ailleurs une découverte belge. Il faut bien savoir que le gène a été cloné à l'ULB, donc on peut en être fier, et que cette mutation, la delta 32 CCR5, en fait, elle correspond à un petit morceau de la porte d'entrée qui est détruit, qui n'existe pas et qui empêche le virus de rentrer dans nos cellules. Les personnes qui sont porteuses de ces mutations-là n'attrapent jamais le VIH. Ouais. Ils ne sont jamais infectés par le virus du sida. Elles sont malheureusement très peu nombreuses. Elles représentent 1% dans les populations européennes, très probablement. Le taux dans les populations africaines ou asiatiques est moins important, malheureusement, que dans les populations européennes. Et donc, cette greffe a permis à ce patient, ou a permis ou plutôt a eu comme conséquence chez ce patient que la maladie s'est arrêtée, en fait? En réalité, probablement qu'il y a plusieurs mécanismes. Il y a d'abord la destruction des propres cellules du patient. On veut le guérir de son cancer, donc on doit détruire les cellules sanguines qui sont malades, mais pour ce faire, on détruit aussi les cellules sanguines normales et aussi celles qui sont porteuses du VIH, les réservoirs du VIH, celles dans lesquelles le virus s'intègre et entraîne finalement la persistance du virus toute notre vie. Ce sont ce qu'on appelle des cellules mémoire, ce sont ces cellules qui font que vous ne faites pas une varicelle si vous en avez déjà fait une, que vous ne refaites pas une rougeole ou autre chose. Ces cellules-là, à cause de la chimiothérapie et de la radiothérapie qui est donnée avant la greffe, elles sont fortement diminuées. Mais en général, elles ne disparaissent pas tout à fait. Et donc, on redonne les cellules du donneur pour que le patient puisse de nouveau faire des globules blancs, de nouveau faire des globules rouges, mais qui seront des globules blancs et des globules rouges du donneur. Donc, des globules blancs résistants à l'infection par le VIH. Donc, s'il restait des petites cellules infectées, elles ne peuvent plus infecter les nouvelles cellules qui vont prendre le dessus sur les anciennes cellules. Alors, avant de revenir à vous, Maureen Louen-Napessi, important de préciser aussi, Jean-Christophe Gossard, et c'est ça qui donne tellement d'espoir, c'est que c'est le deuxième patient qui subit ce traitement
et qui développe alors la même réaction. Oui, le premier patient, donc Timothy Brown, qui a été greffé il y a plus de 10 ans maintenant, lui avait une leucémie très agressive et eu un traitement beaucoup plus agressif que ce patient-ci, que ce patient de Londres, avec en plus des conséquences qu'on appelle une réaction du greffon contre l'autre très importante. C'est-à-dire que la greffe se retourne contre le corps de l'individu pour détruire des cellules de l'individu. C'est une réaction qu'on aime bien avoir quand elle est contrôlée, parce qu'elle détruit aussi les cellules cancéreuses, mais elle peut abîmer la peau, abîmer le tube digestif, abîmer les poumons, et donc il faut bien la contrôler. Chez ce patient-ci, la réaction était beaucoup moins forte. Donc il y a eu une réaction immunitaire aussi, il y a eu une réaction du greffon contre l'autre, mais beaucoup moins forte. Donc il a été beaucoup moins malade de sa greffe que le premier patient. Donc ça montre qu'avec des traitements un peu moins agressifs, on arrive quand même à la guérison. Alors, Maureen Louena-Pessi, on voit effectivement que tout ça n'est vraiment pas facile, mais qu'avec de bonnes explications comme ça, en tout cas, on peut essayer de percevoir ce qui est en train de se passer. Vous disiez, il ne faut pas que ce soit ça peut être mal compris. C'est pour ça que la prévention est importante. C'est souvent mal compris, ce genre d'informations-là ou ce genre de découvertes. Mais disons que dans toute l'histoire du VIH, il y a une difficulté à comprendre réellement, depuis le début, ce fonctionnement de ce virus qu'on ne voit pas, et puis on tombe malade, etc. Et donc, on a énormément d'informations ces dernières années à donner en termes de prévention, comme indétectable égale intransmissible. C'est très compliqué pour beaucoup de personnes à comprendre, parce qu'ils disent oui, les personnes sont guéries. Non, elles ne sont pas guéries. Si elles sont sous traitement, qu'elles prennent correctement leur traitement, le virus va devenir ce qu'on appelle indétectable, et donc à ce moment-là, on est sûr maintenant que la personne vivant avec le VIH qui est indétectable ne transmettra plus le VIH. C'est déjà des notions aussi très difficiles et complexes à expliquer, et donc les gens souvent se disent « Ah voilà, c'est la guérison, maintenant on a toutes les solutions ». On a énormément de solutions, on avance vraiment très vite, mais il faut continuer à expliquer aux gens qu'il faut continuer à se protéger et que la prévention est là et qu'elle a beaucoup de points différents. Et on rappellera d'ailleurs en fin de discussion les points importants à rappeler en matière de prévention. Jean-Christophe Goffard, est-ce que cette découverte peut faire véritablement avancer la recherche dans la recherche d'un traitement curatif du sida, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que pour l'instant on a un traitement antirétroviral qui permet d'avoir une espérance de vie normale chez quelqu'un qui prend son traitement tous les jours. Mais on n'est jamais guéri, on arrête le traitement, le virus réapparaît. Donc il faut autre chose. Il faut autre chose. Être guéri psychologiquement, c'est très différent. Même si on n'est plus contagieux avec le traitement quand on le prend correctement, être guéri, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire pouvoir oublier son traitement, ne pas y penser tout le temps. Est-ce que ça va nous faire avancer? Tous, d'une part, oui, parce que c'est une preuve du concept, tout simplement. La guérison est possible. Rien que ça, c'est important. Elle a été possible 2 fois jusqu'à présent. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est que la recherche fondamentale va nous permettre de disséquer dans les différentes interventions qui ont été faites pendant la greffe ce qui est important et du coup, ce qui est applicable pour tous les patients. Est-ce que c'est la réponse immunitaire? Est-ce que c'est une chimio particulière? Est-ce que c'est la radiothérapie? Comment a-t-on purgé les réservoirs? Des tas de questions auxquelles on doit répondre pour trouver le traitement le moins toxique possible qui permette d'arriver sans danger à une guérison. Pas en prenant un risque de mourir 1 fois sur 10 ou 1 fois sur 5, comme c'est le cas avec une allogreffe de moelle. Ouais, on en est où aujourd'hui dans la recherche? On est dans une période extrêmement excitante parce que ça part un petit peu dans tous les sens, dans le sens où on découvre des anticorps qui peuvent neutraliser le virus qu'on n'avait jamais découvert auparavant, on découvre que la combinaison permet de le faire, on découvre comment activer les réservoirs et les purger, on découvre comment monter la réponse immunitaire et contrôler le virus. C'est de la recherche fondamentale, c'est celle que nos hommes politiques n'aiment pas parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement directement. C'est vraiment les gens dans leur labo qui font un boulot qui est fantastique, mais qui nous donnera la clé pour comprendre ce qu'il faut pour avoir un traitement qui sera curatif. On avance à toute vitesse ces 5 dernières années comme jamais depuis 30 ans. Ouais. Est-ce qu'on a une idée? Et est-ce que d'ailleurs, je repose un petit peu ma question différemment, mais est-ce que cette découverte peut donner un coup d'accélérateur à cette recherche? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des délais? On avait parlé du vaccin.
Est-ce qu'on a une idée du délai aujourd'hui? C'est difficile évidemment de répondre à cette question. Ouais, en 83, on disait qu'en 86, ce serait fini. Donc, j'oserais jamais donner un délai parce que la recherche, c'est aussi prendre des risques. C'est aussi avoir une hypothèse, prouver que cette hypothèse est vraie, prouver qu'on est suffisamment sûr de ne pas entraîner de soucis aux patients. Vous savez à quel point on est dans un paradoxe total. Tout le monde veut un vaccin contre le VIH et pourtant vous avez des tas de mouvements idiots anti-vaccination qui font que la rougeole réapparaît. Tout ça n'a aucun sens dans la population générale, mais montre à quel point nous, scientifiques, devons être extrêmement prudents dans les avancées et dans l'implémentation à une large population. Allez, pour terminer, Maureen Louena-Pessi, les recommandations en matière de prévention. Alors, les recommandations, c'est se faire dépister, parce qu'il reste quand même à peu près, on considère plus de 2000 personnes qui ne connaissent pas leur statut et qui donc potentiellement peuvent transmettre le virus. Ça baisse, les gens sont moins vigilants aujourd'hui, les gens se font moins dépister. C'est pas qu'ils se font moins dépister, mais ça a mis beaucoup de temps pour que les gens aillent déjà le faire. Et donc, il faut que nous, on reste vigilants, mais à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de la population, donner l'information, aller vers les populations pour leur offrir un dépistage rapide. C'est ce qu'on fait avec les camionnettes, les outreach, dans des lieux où on peut, ce qu'on appelle le dépistage communautaire. C'est bien aussi informer les médecins de première ligne qui parfois, pour des raisons l'une ou l'autre, ratent des opportunités de dépistage des IST en général et du VIH en particulier. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que c'était dans le contexte médical. Et donc là, c'est un travail qu'on fait à plusieurs niveaux et de bien expliquer aussi le lien qu'on fait. La personne qui est dépistée positive, on va directement faire un lien avec l'entrée dans les soins, donc quand nous on fait du dépistage, pour que la personne puisse être suivie et traitée très vite. Parce que si elle est sous traitement, elle devient indétectable. Et donc, ça, c'est la deuxième chose sur laquelle on insiste. Ouais, et puis la troisième chose, toujours le préservatif, il reste quand même là, puisque être indétectable ne protège pas des autres IST, parce qu'il y a d'autres IST, bien sûr. Et on dispose aussi quand même du TPE, donc le traitement post-exposition, après un accident que les médecins des centres de référence vont analyser avant de mettre la personne sous traitement, et de la PrEP, donc le traitement pré-exposition, qui a aussi un ensemble de conditions et qui est surtout destiné aux populations clés, qui sont quand même qui ont un risque d'exposition plus important. Voilà. Très bien, merci à tous les deux pour ces explications très précises et très claires.